Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. Cette semaine, c'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Guy Milex Mbonzi de la Trompette, journal privé du Congo-Brazzaville, et puis Vincent Huygeux, le magazine L'Express. Et c'est autour de deux sujets dans cette édition. La Libye à propos du tsunami, de protestation, d'indignation après la diffusion du reportage de CNN montrant des migrants subsahariens asservis et vendus aux enchères, donc en Libye. Et puis en Angola, le nouveau président tourne la page des Dos Santos. Il a en effet éjecté, si l'on peut dire, Isabel Dos Santos de la direction de la Sonangol, la société nationale pétrolière, où l'avait placé son papa. D'abord donc cette facette tragique, incroyable, de la crise migratoire, ce reportage de CNN aux allures de bombes à fragmentation, des subsahariens réduits en esclavage et vendus donc aux enchères en Libye. Le résumé de Manon Bougo de France 3. Ces images tournées en Libye ont fait le tour du monde. On y voit des êtres humains vendus comme des esclaves, exhibés comme du bétail, à la merci d'un homme que l'on entend sur la vidéo. Face aux acquéreurs, il égrène les tarifs, comme dans n'importe quelle vente aux enchères. L'un des migrants est finalement adjugé pour 300 €. Ces marchés aux esclaves auraient lieu 1 à 2 fois par mois en Libye. Emmanuel Macron a dénoncé ce trafic d'êtres humains. En effet, ce qui a été révélé, au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. De leur côté, les autorités libyennes se sont engagées à enquêter sur ces pratiques. Partout en Europe, les images de CNN ont provoqué une vague d'émotions. Les manifestations se succèdent, comme à Paris. La France a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait accueillir dès janvier prochain les premiers migrants évacués de Libye. 3000 pourraient ainsi trouver refuge ici d'ici fin 2019. Voilà, ajoutons que le président du Rwanda, Paul Kagame, se propose également d'accueillir 30 000 Africains subsahariens coincés en Libye. Donc l'un des pires crimes n'a pas disparu, un marché aux esclaves qui se tient 2-3 fois par mois en Libye. Ce crime est perpétré par des passeurs, nous dit-on, par des réseaux criminels, des femmes, des hommes, des Noirs réduits en esclavage. Alors rappelons que c'est une reporter de CNN donc, qui a révélé ce scandale, en tout cas au grand public. Elle s'appelle Nima El Baguir, elle est noire et originaire du Soudan. Son reportage a provoqué donc cette onde de choc, les chefs d'État, la rue africaine, tout le monde est ému. On a entendu également dans le sujet le président français Emmanuel Macron parler, Ousmane Diaye, de crimes contre l'humanité. Et puis cette affaire, il faut le dire, remue des zones obscures, des relations, y compris depuis la nuit des temps, des relations entre Arabes et Noirs. En fait, ce qui est au-delà de l'indignation, qui quelque part a ses dérives, sans doute, mais ça rassure un peu cette capacité de s'indigner. Mais il y a de quoi s'indigner. Il y a de quoi s'indigner, mais le problème jusqu'ici, c'est qu'on ne s'indignait pas. Enfin, il y a une once d'espoir que les sociétés civiles au moins bougent. Comme quoi le journalisme est utile. Oui, bien heureusement d'ailleurs, parce qu'on est là. Mais par contre, l'indignation ne doit pas cacher l'analyse rigoureuse et en revenir au fond du problème, parce que quand on regarde jusqu'ici, on donne on est beaucoup dans l'argumentaire déstabilisation de la Libye, effondrement de l'État libyen, mais l'analyse géopolitique ne doit pas faire perdre de vue que même sous la Libye stable, entre guillemets, même dans les autres États du Maghreb, il y a un vrai problème de fond.
il y a une négrophobie qui a une certaine historicité qui accourt. La Mauritanie est un État négrier, qu'on le veuille ou non. Esclavagiste, vous voulez dire? Oui, esclavagiste. Bon, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, mais... Encore de nos jours? Oui, de nos jours. Là, ça a été documenté, ça se sait. Le leader, Biram Ould Abeid, qui lutte contre l'esclavage est en tôle. La plupart des membres du FLAM qui luttent depuis les années 80 pour libérer les Haratides, les douanes mauritaniennes du joug de l'esclavage, sont tous en exil, on le sait. Et je pense que la question géopolitique ne doit pas nous faire perdre de vue la question réelle. Ces sociétés-là sont malades. Les sociétés du Maghreb sont malades. Avant même la Libye, souvenons-nous, Ahmed Ouyaya, le premier ministre algérien, qui a quand même appelé quasiment à une sorte de chasse aux migrants noirs subsahariens. Vincent Hugeux. Donc cette problématique finalement des rapports que l'on a tendance à taire, des rapports parfois difficiles, inadmissibles entre Arabes et Noirs, il faut dire ce qui est. Il peut y avoir du racisme de la part des Arabes à l'égard des Noirs, en pensant toujours, chez l'Arabe qui a cette attitude, en pensant qu'il ne peut qu'être dominateur ou dominant vis-à-vis du Noir. Comme il y a de la xénophobie anti-africain en Afrique du Sud, dans la patrie arc-en-ciel de Nelson Mandela, j'en reviens. Il y a une inhibition postcoloniale qui, en général, étouffe un peu la parole de ceux qui pourraient et devraient dénoncer, parce qu'il est difficile de porter cette vérité qui est que le fait esclavagiste, la traite négrière, le bois d'ébène, précède historiquement la colonisation. Et disant cela, il n'y a pas chez moi une once de mansuétude pour l'abjection du fait colonial. Oui, pour se dédouaner. Mais soyons clairs. Élargissons le champ qui vient d'être dessiné à l'instant. Au Maroc, vous avez une publication qui s'appelle Maroc Hebdo, qui a fait sa une sur, je cite, le péril noir. Référence aux étudiants subsahariens qui errent un peu faute de trouver un emploi ou bien une filière, un cursus. Une possibilité de rentrer à la maison. En Algérie, vous avez eu une campagne qui s'appelait, relayée en partie par des réseaux sociaux locaux, qui s'appelait « Non aux Africains ». Et que dire de la Libye? Nous y reviendrons. Donc il est temps de crever l'abcès, vous voulez dire? Oui, parce qu'au fond, vous avez rendu hommage, et vous avez eu parfaitement raison, Hassan, à cette consoeur de CNN. Mais enfin, quand même, n'oublions pas que dès avril dernier, l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrations, a publié un rapport extrêmement complet. Vous avez eu le quotidien britannique The Guardian, qui a aussi publié un reportage tout à fait éloquent. L'ONG française Médecins sans frontières dénonce ce phénomène depuis toujours. Et puis, je termine sur un point qui est une sorte d'impensé chez les chefs d'État africains. Mahamadou Issoufou, le président du Niger, se veut un peu l'aile marchande, le pionnier de cette dénonciation. Bon, je veux bien, mais quand même, que dit-il? Et c'est intéressant de prendre le verbatim. Nous n'avons plus le droit de faire comme si nous ne voyions rien, de détourner les regards. Ce qui implicitement signifie que jusqu'alors, on l'a fait. On a fait comme si, et on a détourné le regard. Alors après, on peut épuiser l'hyperbole, les superlatifs, le lexique de l'indignation, ignominie, etc. Tout ça est vrai. Mais enfin, renvoyons ceux qui ont le pouvoir de décider à ces vérités historiques trop souvent tues. Alors donc, Guy, il n'y a pas que les réseaux mafieux qui tirent profit de ces pauvres migrants vulnérables, défavorisés, évidemment, à la merci, finalement, des passeurs comme des uns et des autres. Il y a aussi, donc, la rue maghrébine qui n'est pas toujours très accueillante à l'égard des Africains. Et là, c'est de l'euphémisme. Oui, c'est exactement ça. Vous verrez qu'en Afrique, notamment en Afrique centrale, l'essentiel des marchés, l'essentiel des commerces sont tenus par les Arabes, notamment les Mauritaniens, les Libaniens, les Marocains et autres. Mais qui arrivent quand même à vivre en parfaite harmonie, c'est évident. Mais voilà, évidemment, il y a des dérapages. Ousmane, on est là pour... Les Arabes sont bien accueillis, effectivement, dans cette partie d'Afrique. Mais on remarque très souvent que lorsqu'ils prennent des Noirs à leur service, le traitement est toujours dégradant. Donc, des cas comme ça ont été beaucoup signalés en Afrique noire. Mais même en Mauritanie, à chaque fois, on signale que des Mauritaniens blancs, à la peau blanche, disons, vendent leurs frères à la peau noire. Donc, il s'agit d'un phénomène qui existe et qui a toujours existé, même sous Kadhafi, comme le témoignent d'aucuns.
Voilà, justement, avant de redonner la parole à Ousmane Diaye, justement, on s'intéresse à Kadhafi, Vincent Huzeux. Vous avez publié récemment une biographie de Kadhafi parue aux éditions Perrin ici en France. Alors, est-ce qu'on peut penser sérieusement que les rapports quasiment de vassalité qu'entretenait Mouammar Kadhafi avec un certain nombre de pays africains et de facto avec leurs dirigeants à l'époque n'a pas contribué justement à nourrir ce sentiment de supériorité chez les Libyens vis-à-vis des Africains, des Noirs subsahariens? Là encore, il faut faire litière d'une imposture. L'idée selon laquelle c'est parce que la Libye post-Kadhafi a sombré dans le chaos que ces pulsions abjectes se sont libérées. Non. Le discours de Kadhafi qui se prétend le nouveau messie du panafricanisme est en soi une imposture aussi. Il est dans un rapport de vassalité, effectivement, de servitude vis-à-vis de beaucoup de chefs d'État africains qui ne peuvent rien lui refuser, car ils sont ses obligés financièrement, mais aussi il redoute sa capacité de nuisance et de déstabilisation dont il fera usage au besoin. Il y a encore plus poignant que cela. Quand j'entends aujourd'hui des intellectuels africains dresser post-mortem des couronnes de laurier à Kadhafi, j'ai toujours envie de leur rappeler ces reportages que j'ai eu l'occasion de faire en Libye, dans les arrière-boutiques de la Médina de Tripoli, ou des souks de Sirte, où des subsahariens me racontaient ce qu'était leur quotidien, sous une Libye dont ils pensaient que c'était l'Eldorado universaliste et humaniste promis par le Livre vert. D'ailleurs, même dans le Livre vert, quand vous examinez les écrits de Kadhafi, il y a pas mal d'ambiguïté et une forme de paternalisme vis-à-vis des Noirs. Absolument. Dernier point. Il est arrivé à des gens du protocole de Kadhafi de raconter ceci, c'est qu'il y avait un chef d'État qui traînait dans le coin depuis des jours, attendant une hypothétique audience sous la tente, à Baba les Zizia, son fortin tripolitain, et puis à un moment donné, il dit « Au fait, le nègre, il est toujours là ? Donne-lui quelque chose et puis qu'il s'en aille. » Donc je veux dire, voilà, donc Kadhafi comme incarnation du panafricanisme militant, soyons sérieux. Voilà. Alors, un dernier mot à propos de ce drame des migrants. Ousmane Diaye, Macky Sall au Sénégal, Alpha Condé de Guinée, Youssoufou, on l'a dit, tous ces chefs d'État donc appellent à la mobilisation de l'Union africaine. Le sujet sera au menu du prochain sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Il est fort à parier que la crise migratoire en général, qui implique effectivement les deux continents, l'Europe et l'Afrique, occupera une place importante. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que mais il n'y aura peut-être pas de solution. L'Europe, quand même, quand on voit la politique française d'Emmanuel Macron et la politique de l'Europe en général, c'est de créer une sorte de frontière de l'Europe au Sahara. L'idée, c'est un peu, grosso modo, d'en créer le hotspot, c'est de les maintenir dans ce no man's land, ce no man's land qui est déjà en proie aux théories. Un peu la politique australienne. Qui est ingouvernée. Donc, je pense qu'il y a une politique de l'Union européenne qui est intenable éthiquement, moralement, et dont je doute de l'efficacité. Et à côté, on a les chefs d'État africains qui ne prennent jamais leurs responsabilités et qui sont dans la réaction spectacle. Tous ces pays qui rappellent leur ambassadeur, c'est ridicule. Ça ne règle rien. La question, c'est comment ils prennent en charge le destin dans leur propre pays de ces milliers de jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas à manger, à boire, qui n'ont pas l'école, qui n'ont pas le minimum, sont des carcasses humaines dans les rues de nos capitales d'Afrique subsaharienne et préfèrent aller dans ce no man's land. Donc, Guy, pour boucler ce sujet, les dirigeants africains, une fois de plus, ont là l'occasion de se dire qu'ils doivent assumer eux aussi leur part de responsabilité. En effet, il y en a beaucoup, et ils sont même nombreux, qui pensent que le problème de la migration doit être résolu à l'intérieur des États originaires dont les migrants sont originaires. Le problème doit être résolu dans les pays de départ de ces migrants, les pays d'origine, parce qu'il faut le dire, beaucoup de ces pays ne donnent pas le choix à leurs ressortissants, tant la pauvreté, la misère, le chômage a atteint des niveaux inhumains. Parmi tous ces migrants que vous voyez, il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a même des génies, mais que leur pays d'origine n'ont pas pu insérer dans le système d'État. Donc voilà. Il faut tenir compte de tout ça. Et c'est là, moi, je pense, la responsabilité de la France et de l'Europe qui maintient très souvent certains chefs d'État qui ont contribué et qui continuent à contribuer à faire reculer l'Afrique en poste. L'Occident a sa responsabilité. Aujourd'hui, on dit
les Africains envahissent l'Afrique. Mais on oublie souvent les complicités de l'Europe vis-à-vis de ces États africains. Et si la situation n'est pas résolue à la racine, aujourd'hui on parle de la Libye, mais je suis convaincu que demain on parlera dans notre pays où les populations africaines se retrouveront coincées et asservies. Voilà. On sait que dans certaines plantations, dans certains secteurs agroalimentaires, notamment en Europe, en Italie, pour ne pas le citer, ou en Espagne, on emploie beaucoup de ces migrants qui sont en l'état quasiment d'esclaves. RFI TV5 Monde, on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse. Isabel dos Santos et les milliardaires, écartés de la Sonangol, de la direction de la société publique pétrolière d'Angola, et ce par le successeur de son père à la tête de l'Angola depuis récemment, Ousmane Diaye. Alors comment interpréter cette mise à l'écart de cette génie des affaires dont on nous a toujours parlé, Isabel dos Santos, donc mise à l'écart par le nouveau président angolais João Lourenço? Est-ce qu'il veut tourner la page dos Santos ou alors simplement reprendre en main ce secteur crucial de l'économie qu'est le secteur pétrolier? De toute façon, je ne sais pas, mais en tout cas, après 38 ans de règne, il a quand même besoin d'actes forts, spectaculaires d'entrée de jeu, ne serait-ce que pour reprendre la main. Je ne pense pas qu'il puisse défaire le système dos Santos. Je crois pas. Je crois pas que, vu ça, il vient d'arriver, je pense que dos Santos est retiré, mais quand même garde. Et oui, mais l'ex-chef du renseignement a été limogé, chef de la police oui, dos bien Santos sûr. limogé. Oui, il commence quand même à faire à pratiquer le spoil system, non? Je ne parlerai pas encore de guerre des clans. Je pense qu'il a juste besoin pour le moment de prendre en charge, de prendre en main le pouvoir. Est-ce que ça va libérer alors? Est-ce que cette décision, Vincent, cette décision du président Lourenço à l'égard d'Isabel dos Santos va libérer la parole? Parce qu'on nous a beaucoup présenté Isabel dos Santos, ainsi que son frère, comme des génies, passant par de grandes écoles à Londres, etc. Elle-même, elle disait qu'elle a la bosse des affaires, elle a commencé par vendre des œufs en élevant des poules. Peut-être des œufs Fabergé, d'ailleurs. Des œufs d'or, sans doute, des œufs Fabergé. Alors, est-ce que ça va libérer au moins... Une anecdote personnelle en préambule. On sait Isabel dos Santos, classée par la revue américaine Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique, 3,3 milliards de dollars de patrimoine personnel. On la sait, à l'origine, assez réticente à s'exprimer. Elle refuse les interviews. Or, voilà que, il y a un an environ, une petite société de communication m'approche sur le thème « Madame dos Santos, qui vient d'accéder à la tête de la Sonangol, souhaiterait s'exprimer dans un média connu en Europe, réputé pour son indépendance, etc., etc. » Bon, ça ne s'est jamais fait. Mais ça dit quoi? Ça dit qu'à un moment donné, elle avait besoin de cette visibilité, de changer de braquet. Alors, là où il y a une profonde ambiguïté, c'est que je crois que, bien sûr, le nouveau président donne des gages. Je le cite, il n'y aura pas de président ici, personne n'est au-dessus des lois, etc., etc. Mais regardons les faits. Les faits, c'est quoi? D'abord, c'est que Zedou, comme on le surnomme, dos Santos, a organisé d'une manière méthodique et systématique son impunité. Il a fait voter, à la veille des scrutins d'août, une série de lois, une panoplie législative qui le met à l'abri. Plus important encore, il a gelé tout ce qui est appareil sécuritaire, qui est peuplé par des obligés, des gens qui lui doivent tout. Et enfin, il garde virtuellement les rênes du parti, le MPLA, qui a remporté haut la main les élections d'août, jusqu'en 2022. Dernier point, regardez le premier gouvernement. Est-ce que ses enfants sont protégés, notamment son fils qui gérait également les fonds? On va pas ouvrir une souscription ici pour les besoins de la famille. D'accord. Elle perd la Sonangol, mais au Portugal, elle a acheté quasiment est-ce que ces 3 milliards de dollars qui font sa fortune, est-ce qu'elle va les garder, oui ou non? Puisqu'on sait très bien d'où vient l'argent. Moi, je suis Baudor qu'il y a pu y avoir une sorte de pacte, implicite ou explicite. Je donne des gages d'indépendance, de lutte contre la corruption. En contrepartie, je ne m'en prends pas au tien. Et d'ailleurs, un dernier point, regardez la composition du gouvernement. Sur les 30 ministres, il y en a 9 qui ont été reconduits à leurs fonctions. Il y en a même qui ont été promus, à commencer par celui qui avait orchestré la fraude lors des élections. Voilà. Bon. Donc, changement de numéro 1, Guy, en Angola, mais pas changement de méthode, c'est toujours le même régime. Autrement dit, la promesse du nouveau président Lourenço de lutter contre la corruption va rester lettre morte, parce qu'on sait que l'Angola, la crise que subit l'Angola, c'est aussi une crise liée à la corruption, et pas seulement à la baisse des cours du pétrole. Je pense que le limogeage de Madame Isabel ne devrait pas étonner
simplement parce que c'est devenu une tradition en Afrique. Lorsqu'un chef d'État arrive au pouvoir, il emmène son équipe. Tel est nommé ministre, il emmène ses affidés aux affaires. En plus, la Sonangol représente quand même 70% des recettes budgétaires du pays. Je pense que laisser cette société entre les mains de la fille de l'ancien président, c'est comme continuer à laisser celui-ci diriger le pays pendant qu'il n'est même plus Alors, vous voulez dire qu'elle devait sa nomination au fait qu'elle était d'abord la fille du président? En effet, il n'y a rien à voir. En effet, il n'y a rien d'autre que ça. C'était du népotisme. Tout à fait. Jamais travaillé dans le pétrole. Hein, oui, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialistes de forage pétrolier qui dirigent de grandes sociétés pétrolières. C'est connu. Non, mais il y a deux choses. À la Sonangol, les résultats... Ousmane, un ancien pétrolier qui devient ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que Donald Trump soit une référence en matière de bonne gouvernance. Mais son ministre Tillerson est un bon ministre des AO ou pas? Je ne sais pas, mais... en tout cas, à la tête de la Sonangol, elle n'a pas brillé par ses résultats. Elle dit le contraire, elle. Oui, elle peut dire ce qu'elle veut, mais bon, les caisses de la Sonangol n'ont pas été... Les domaines de compétences connus d'Isabel Dos Santos, la téléphonie mobile, la banque, que ce soit d'ailleurs au pays ou au Portugal, où elle a pris des participations... Elle a plus investi à l'étranger que chez elle. Le diamant, bon. Donc l'or noir, non. L'or, oui. L'or noir, non. Donc, bien sûr que c'est une nomination strictement politique. Alors, on tablait aussi sur son énergie, son réseau, le côté glamour du personnage. Elle est à la ville l'épouse d'un collectionneur d'art et homme d'affaires congolais fameux, etc., etc. Mais enfin, ça ne suffit pas. Oui, et puis, n'oublions pas quand même que la tâche était ingrate, parce que 70% donc des recettes dues aux hydrocarbures, avec une déprime chronique du cours du baril, et puis quand même, ne l'oublions pas, un pays virtuellement richissime où un peu moins de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, donc avec l'équivalent d'1,70 € par jour, des déficits publics abyssaux, une inflation galopante qui frappe à la porte. Donc, dire bon courage aussi. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre vraiment à ce que le président Lourenço applique une politique pour remédier à tout ça, Ousmane, franchement? De toute façon, peut-être par réalisme ou par tactique, mais je ne suis pas sûr qu'il va changer fondamentalement le système dont il est l'archétype. Il ne va pas le changer. La lutte contre la corruption, lui qui est issu des entrailles de ce système ultra corrompu, il ne va pas le changer. Par contre, je pense qu'il y aura une instrumentalisation de la lutte contre la corruption à des fins politiques. Comme ailleurs. Que son clan est arrivé, son clan a besoin de s'asseoir. Je ne suis pas sûr que ça vire jusqu'à un niveau de confrontation, parce que tout le monde a intérêt, parce qu'ils se tiennent tous, globalement. Tout le monde a intérêt à mettre un peu d'eau dans son pétrole. C'est ça, Guy, pour dire qu'il n'y aura pas de guerre des clans, clan de Santos contre clan Lourenço? Non, je pense que la guerre des clans est inévitable. Ah oui? Vous pensez qu'il y aura une guerre des clans? Je pense que c'est inévitable. Limoger des anciens collaborateurs du président Dos Santos, ça fait quand même grincer des dents. Ce n'est pas de petites décisions. C'est vrai qu'au niveau de la population, ces décisions sont populaires, mais à l'interne même du parti et du système, je pense qu'il y aura des fissures. Voilà, comme on l'a dit, Vincent, donc c'est le même régime du MPLA, parti révolutionnaire, parti indépendantiste, qui reste au pouvoir. Et c'est le même schéma un peu partout. C'est pareil au Zimbabwe, où Robert Mugabe dégage, mais c'est toujours la ZANU-PF qui reste aux affaires. Il y a deux lois historiques. La première, c'est qu'un système de nature autocratique ne peut pas survivre à sa propre perestroïka. C'est une démarche qui est de nature suicidaire. La deuxième leçon, c'est que vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain d'un despotisme plus ou moins articulé à une démocratie ouverte. Il y a nécessairement une phase de transition. Et en l'occurrence, le fameux Emerson Mnangagwa, qui a quand même été l'apparatchik numéro 1 et le grand orchestrateur de l'appareil répressif du régime Mugabe, ne peut évidemment pas être
l'incarnation de cet élan nouveau. Donc voilà, on a des phases transitoires. Alors est-ce que c'est une vraie transition qui ouvre sur autre chose, ou est-ce qu'en fait c'est le faux-né d'une continuité? Ça, ni vous ni moi ne pouvons trancher à ce stade. Et il faut utiliser la même lecture sur l'Angola, Ousmane. Oui, mais moi par contre, je suis plus pessimiste que Vincent. Moi, je ne crois pas à une vraie perestroïka qui va installer des pratiques politiques démocratiques. Ils sont issus d'un système où pendant 30 ans, ils se sont hissés par des méthodes peu avouables au sommet. Je pense que la culture politique, ce n'est pas les transitions politiques qui vont les changer. Il y a un facteur qui s'appelle la pression de la société. Des sociétés de la rue. Ouvertes et connectées. Et de la rue. On a vu ça en Afrique de l'Ouest. La transition politique, j'y crois moins. La pression des peuples et de la rue, j'y crois plus. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Ndiaye, Vincent Hugeux, ainsi qu'à vous, Guy Milex Mbonzi, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.